Si vous étiez traqué par un tueur psychopathe le jour de l'anniversaire du meurtre de votre mère, que feriez-vous? Ce monstre costumé est à la fois Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy Krueger. Et il n'y a qu'une seule façon de découvrir qui se cache réellement sous le masque. Je vais vous dire les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Ghostface dans Scream. Ces lycéens sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand de mauvais élèves regardent trop de films d'horreur. Seul dans la maison de ses parents, Casey Baker reçoit un appel d'un inconnu. L'homme ne semble pas savoir qui il cherche à joindre. Casey lui dit que c'est un mauvais numéro et raccroche. Le même homme rappelle rapidement et lui dit qu'il veut parler avec elle, mais elle lui raccroche une deuxième fois. Quelques minutes passent et le téléphone ressonne à nouveau. Cette fois, Casey participe à la conversation. Elle dit à son interlocuteur qu'elle prépare du popcorn et lui demande si elle aime les films d'horreur. Elle commence à parler de ses films d'horreur préférés et il lui mentionne qu'il lui a toujours pas dit son nom. Casey demande pourquoi il veut savoir et il lui répond de façon inquiétante « Parce que je veux savoir qui je regarde ». Casey commence à devenir nerveuse et allume les lumières du patio pour voir si quelqu'un l'observe, avant de fermer la porte à clé et de raccrocher le téléphone. Le téléphone sonne à nouveau et Casey répond. Mais cette fois, son interlocuteur lui dit que si elle raccroche, il la saignera comme une truie. Elle demande nerveusement si c'est une blague et lui répond que c'est un jeu. Et il la traite de blondinette, prouvant qu'il peut vraiment la voir. Casey panique et court partout dans la maison pour fermer les portes et les fenêtres. Elle menace d'appeler la police et l'inconnu lui dit qu'ils n'arriveront jamais à temps. Il dit qu'il veut voir à quoi ressemblent ses tripes et à ce moment-là, Casey raccroche. Soudain, on sonne à la porte et Casey hurle en allant vers le téléphone pour appeler la police. Mais juste au moment où elle y arrive, le téléphone sonne à nouveau. Elle répond et dit à l'inconnu que son petit ami est en route. Mais c'est alors qu'il lui dit d'allumer la lumière du patio arrière. Et elle voit son petit ami Steve qui est ligoté sur une chaise. Il lui supplie de ne pas lui faire de mal et il lui dit qu'elle doit jouer à un jeu. Il lui dit qu'il va lui poser des questions sur des films et que si Casey répond vrai, Steve vivra. Casey réussit la question d'échauffement, mais elle se trompe à la vraie question et le tueur explose le ventre de Steve. Ça fait une victime et il en reste 11. Casey est horrifiée après avoir vu son petit ami mourir. Mais le tueur dit qu'il n'en a pas fini avec elle. Il lui pose une dernière question. Devine derrière quelle porte je me trouve. Mais elle dit qu'elle ne veut plus jouer. À ce moment-là, le tueur lance une chaise à travers la porte vitrée. Casey court vers la cuisine, prend un couteau pour se protéger et voit le tueur passer au bout du couloir. Elle se faufile lentement sur le côté de la porte arrière et aperçoit la voiture de ses parents. Et là, Casey jette un coup d'œil au niveau de la maison et elle voit le tueur se tenant debout devant elle avec un masque de fantôme. Il passe son bras à travers la vitre et il l'attrape. Casey le frappe et le laisse tomber. Ça lui donne 1 minute pour s'échapper. Mais il la rattrape et la poignarde à la poitrine. Elle tombe au sol et Ghostface commence à l'étrangler. Elle le repousse et court chercher à l'aide une dernière fois auprès de ses parents. Elle essaye de crier pour appeler sa mère, mais après avoir été étranglée, sa voix n'est pas assez forte. Et elle n'arrive pas à attirer l'attention de ses parents. Ghostface bouscule Casey et l'achève. Ses parents remarquent les signes de lutte, mais le temps qu'ils comprennent ce qui s'est passé, il est trop tard. Et ils trouvent le corps de Casey ensanglanté, pendu dans la cour. Ce qui fait 2 victimes, et il en reste 10. Ok, Casey avait prévu de passer une soirée tranquille en regardant des films d'horreur. Mais elle a fini par être la propre star de son film. Elle a déjà des soupçons après le premier appel. Mais au lieu de faire quoi que ce soit, elle fait mine de s'en ficher et ne réalisant pas le danger qu'elle court. Trop tard. Au 3e appel du sale même type, j'aurais compris que j'avais affaire à un harceleur. Le fait d'appeler quelqu'un à plusieurs reprises alors qu'il vous a déjà demandé d'arrêter est considéré comme du harcèlement dans la ville où Casey habite. Ce qui signifie qu'elle a déjà une raison de contacter la police avant que Ghostface commence à la menacer. Dès qu'elle a compris que Ghostface pouvait la voir, j'aurais appelé la police immédiatement. Il dit que la police n'arriverait jamais à temps. Mais il y a un défaut majeur dans sa logique. Casey vit dans la ville de Woodsboro, celle qui est basée ensuite sur Santa Rosa. Il se trouve que dans la ville de Santa Rosa, pour un appel de priorité 1, c'est-à-dire quand la police estime qu'il y a une menace immédiate pour la vie, le temps de réponse moyen de la police est de 6 minutes et 48 secondes. Entre le moment où Ghostface menace Casey pour la première fois et le moment où il la tue, 9 minutes se sont écoulées, ce qui signifie que la police aurait pu arriver à temps. Si seulement Casey avait appelé la police et gagné le plus de temps avec Ghostface au téléphone, verrouiller les portes était un bon début, mais il n'était pas clairement suffisant pour survivre. Je serais allé à l'étage au-dessus avec des fenêtres ouvrantes pour m'échapper et j'aurais bloqué la porte avec une commode ou toute autre chose à ma portée.
Avec un peu de chance, le temps que Ghostface entre dans la maison et découvre l'endroit où je me trouve, la police serait déjà arrivée sur place. Je comprends que Cassie ait été ébranlée par la mort de son petit ami, mais elle laisse passer presque 10 minutes sans rien faire pour se défendre. Et finit par en payer le prix. Quand Ghostface rattrape Cassie, il la laisse la poignarder dans la cour. Si vous êtes attaqué par quelqu'un qui a un couteau et que vous pouvez pas vous enfuir, vous devez essayer de le désarmer par tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle le frappe avec un objet qui est à sa disposition, qu'elle obtienne le poignet et qu'il la désarme en tapant les points sensibles, les côtes et les yeux. Cassie arrive à faire tomber le couteau après avoir été poignardée une fois. Mais je suppose que c'est mieux que rien pour quelqu'un qui a l'instinct de survie d'un dodo. Elle aurait pu rester en vie si elle avait agi avec sagesse. Mais dans le cas présent, ce qu'on dit sur les blondes a l'air d'être vrai. Sydney Prescott travaille sur son ordinateur quand elle entend un bruit soudain à l'extérieur de sa fenêtre. Elle se lève pour vérifier et son petit ami Billy sort de l'obscurité pour lui faire peur. Il grimpe à la fenêtre et le père de Sydney vient la voir. Le père de Sydney lui dit qu'il sera à une expo en dehors de la ville et qu'il ne sera pas de retour avant dimanche. Elle lui dit qu'elle l'appellera si elle a besoin de quelque chose et l'embrasse pour lui dire au revoir. Billy est venu à la recherche d'une relation intime, mais Sydney a une règle très stricte quand ça concerne sa petite culotte et elle accepte de l'embrasser, mais rien de plus. Il devient un peu trop pressant et Sydney décide pour lui qu'il est temps de partir. Elle l'embrasse et il repasse par la fenêtre. Le lendemain, la police et les journalistes sont partout dans l'école de Sydney pour enquêter sur les meurtres de Cassie et Steve de la nuit précédente. Tatum, la meilleure amie de Sydney, lui parle de ces meurtres brutaux. La police ne sait toujours pas qui est responsable. Après l'école, Sydney et ses amis parlent des meurtres. Il s'avère que la fille morte, Cassie, était déjà sortie avec Stu, l'actuel petit ami de Tatum. Et les autres l'accusent en plaisantant d'être le tueur. Mais Stu s'en moque. Il a l'air idiot et un peu suspicieux. Mais Tatum dit que ça peut paraître lui, parce qu'ils ont passé la nuit ensemble chez elle. Plus tard, Sydney descend du bus et arrive dans sa belle maison derrière les collines californiennes.